Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, chers amis. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur nos différentes plateformes. Sur notre chaîne YouTube Élisée Yonta, sur notre page Facebook Élisée Yonta, mais également dans tous les groupes, aussi bien les groupes WhatsApp, Telegram ou autres. Je vous remercie à tous ceux qui nous regardent. Nous recevons aujourd'hui, dans le cadre de l'entretien avec des jeunes entrepreneurs africains qui réalisent des choses, nous recevons M. Chlorel Tayou. Voilà, M. Chlorel Tayou, c'est un jeune entrepreneur camerounais du secteur de l'agroalimentaire. Donc, nous le recevons aujourd'hui pour avoir un échange avec lui, un échange fructueux, un échange que nous voulons constructif, instructif aussi pour les profanes et qui se veut incitatif à tous ceux qui veulent se lancer dans l'investissement dans le secteur de la boulangerie ou de l'agroalimentaire. Voilà. Il nous parlera lui-même de son parcours, il nous apportera son éclairage sur le métier de l'investissement dans l'agroalimentaire et plus précisément dans la boulangerie. Mais avec lui, nous parlerons également de beaucoup d'autres choses, par exemple de l'inflation sur les denrées alimentaires et comment est-ce qu'on peut moderniser le secteur de la boulangerie dans notre pays face à l'arrivée des mastodontes de la distribution que sont les grandes chaînes d'hypermarchés internationales. Voilà. C'est un entretien comme toujours, comme les précédents, que nous voulons vraiment constructif et instructif pour tout le monde. Voilà. Et en plus, vous pourrez vous joindre à lui, profiter de son expertise en le contactant, par exemple, pour qu'il puisse vous conseiller si vous êtes la diaspora ou si vous êtes un entrepreneur camerounais ou dans un autre pays d'Afrique, hein, en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Afrique centrale, en RDC, en Angola, etc. Vous pouvez également le contacter si vous avez un projet dans ce secteur d'activité. Il pourra vous aider à réaliser la faisabilité de votre projet parce que c'est sa spécialisation. Voilà. Bonjour, dit M. Emmanuel. Merci de pouvoir nous donner un coup de main pour partager, voilà, dans tous les groupes, voilà. Donc, je vais faire entrer M. Claudel Tayou plein écran et on va commencer notre échange, voilà. Bonjour, M. Claudel Tayou. Bonjour, Monsieur Élisée Yonta. Bonjour à ton audience. Bonjour à la diaspora africaine. Bonjour aux Africains. Bonjour à tous ceux qui se battent chaque jour pour faire avancer l'Afrique. Et bonjour à ceux qui sont positifs et qui croient que l'Afrique est le continent d'avenir et que l'Afrique sera également un endroit de paradis, comme les autres continents le sont aujourd'hui. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, en fait, c'est moi qui te remercie, Monsieur Élisée. Thank you to give me the opportunity to speak for my business to our YouTube. Okay, to our audience, exactly. Qui est Chlorel Tayou? J'avais posé la première question. Qui est Chlorel Tayou? Est-ce que tu peux te présenter pour notre audience? Ok, je suis Nimbo Tayou Franz Chlorel, je suis natif du Mongo, voilà. Je suis mathématicien de formation, j'ai obtenu licence en Goïkele il y a cela plus de, on va dire beaucoup d'années, une quinzaine d'années. Mais après la licence, j'ai décidé de m'orienter vers des études de management et de finance parce que j'avais pour habitude aller dans des foires et je voyais comment les cadres des entreprises reflétaient je veux dire, rejetaient une image positive. Voilà, et c'est comme ça que j'ai beaucoup été influencé à l'université de dire, écoutez, c'est pas mon truc, je rêve puis être docteur en mathématiques, je rêve puis être docteur en physique, je m'oriente du côté de l'entreprise. Donc, je me suis réorienté, je suis allé faire des études de commerce. Après mes études de commerce, j'ai commencé très rapidement, j'ai eu la chance qu'on m'a confié des responsabilités dans une entreprise qu'il fallait justement restructurer.
Ça, c'était à Yaoundé. Après ça, je me suis retrouvé en cabinet. Voilà, je suis allé en cabinet parce que j'avais beaucoup d'amour pour le cabinet. J'ai rêvé d'une carrière de consultant et c'est ce que je réalise aujourd'hui. J'ai fait mes classes en cabinet d'audit d'expertise comptable dans la ville de Douala, qui est la capitale économique du Cameroun. Je suis aujourd'hui consultant après avoir traversé tous les grades du cabinet, d'auditeur, auditeur junior, auditeur senior jusqu'à chef d'émission. J'ai eu la chance de conduire beaucoup d'émissions d'audit en cabinet. Qui portaient aussi bien sur de très grandes entreprises au Cameroun, c'est-à-dire des entreprises qui font plus de 100 milliards de chiffre d'affaires, et que sur des très petites entreprises. Donc, voilà, je suis consultant, je suis un produit de cabinet. Pour ceux qui ne savent pas, mon ancien patron, voilà, elle m'appelait spécialiste de restructuration parce qu'en réalité, j'avais cette tendance à toujours vouloir sauver des entreprises agonisantes, des entreprises à faillite. Ce qui fait que par la suite, c'est devenu une habitude. Donc, Franta lui est un consultant basé à Douala et qui aujourd'hui est promoteur du cabinet AZ Boulangerie, qui est un cabinet spécialisé dans les métiers de la bouche et dans l'agroalimentaire en général. Voilà. Exact. Alors, je vais poser, merci pour votre introduction. Alors, comment est-ce que vous définissez le business de la boulangerie et comment y êtes-vous arrivé? OK. La boulangerie, ce qu'il faut comprendre, c'est que la boulangerie, c'est de l'industrie au vrai sens du terme. C'est que les gens ne savent pas parce que à la boulangerie, on fait de la transformation. Voilà, on fait de la transformation et de manière industrielle. La boulangerie, c'est une micro-industrie qui emploie beaucoup de personnes, voilà, et qui génère de la richesse pour son promoteur. Donc, la boulangerie, en fait, renvoie une activité de fabrication, n'est-ce pas, des pains et de tous les produits dérivés. Et donc, tout micro-industrie qui va permettre de transformer de la farine de blé, bien sûr, de la farine de blé et autres farines agricoles, c'est-à-dire la farine de patate, la farine de manioc, la farine de plantain, et pour donner à la fin, n'est-ce pas, du pain, n'est-ce pas, ou les dérivés du pain. C'est ça qu'on appelle l'activité de boulangerie. C'est vrai qu'on ne fait pas de boulangerie sans faire de pâtisserie. Voilà, on ne fait pas de boulangerie, donc aujourd'hui on fait de boulangerie, pâtisserie. Voilà. Ok, on comprend mieux. Et dans vos publications, parce que vous êtes très prolifique sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, on vous lit beaucoup, parce que vous éduquez, vous faites un gros travail d'éducation des masses. Donc, dans vos publications, vous dites avoir possible le marché africain. Donc, qu'entendez-vous par marché africain et pourquoi le marché africain comme cible, alors que vous aurez pu, par exemple, rester dans votre pays de résidence, qui est le Cameroun? OK. Ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, les Africains ont pris conscience que nos frontières ne sont pas arrêtées ce qui devrait être. Nous avons été divisés. Nous avons été fragmentés pour mieux nous diviser. Et c'est ce que je dis toujours. L'écart entre le chemin de fer qui existe au Cameroun, c'est pas le même qui existe au Congo-Brazzaville voisin, c'est pas le même qui existe dans les pays voisins de l'Afrique. Ça s'est fait exprès. C'est-à-dire, on a tout fait pour nous diviser. Pour qu'un train qui part de Douala ne puisse pas facilement arriver à Djamena, ne puisse pas facilement arriver au Congo-Brazzaville. Donc, aujourd'hui, ce qu'on doit comprendre, c'est que les Africains doivent comprendre, c'est que en réalité, l'Afrique, c'est une opportunité pour nous. Donc, quand nous parlons de marché africain, nous parlons en fait de l'opportunité que représente la population africaine. Quand nous parlons de marché africain, nous parlons de l'opportunité que représente le territoire de l'Afrique. Quand nous parlons de marché africain, nous parlons de l'opportunité que représente tous ces terres arables qui sont non exploitées ou bien qui sont exploitées, n'est-ce pas, par les pays étrangers. Quand nous parlons de marché africain, on parle du potentiel que représentent ces richesses qui est soit méconnue par la jeunesse africaine, par les entrepreneurs africains, qui est soit bradé par nos différents États et nos politiciens. Donc, le marché africain, en réalité, c'est ce potentiel. Tu prends un exemple. Un Africain ne sait pas que s'il produit, par exemple, de l'eau minérale, voilà, s'il produit, par exemple, de l'eau minérale et qu'il vit au Gabon, cette eau minérale peut être commercialisée en dehors des frontières du Gabon. Donc, ce marché ne sera pas uniquement le Gabon,
Mais c'est vrai que dans un premier temps, il a l'obligation de conquérir son marché le plus proche avant de pouvoir s'étendre. Donc, c'est pour dire aux Africains, c'est pour dire à la diaspora, c'est pour dire à tous ceux qui veulent entreprendre, il existe un réel marché qui s'appelle le marché africain. Et ce marché commence par là où vous vous trouvez. Voilà, commence par là où vous vous trouvez. Ça veut dire que vous croyez alors à la zone africaine de libre-échange parce que, par exemple, dans les jours à venir, on va faire une série de présentations. Je ferai une série de présentations sur la zone de libre-échange. Et quand je fais l'annonce sur mon mur, il y en a qui me disent, bon, je pèse le mot, hein, c'est pas de mon langage, mais je reprends ce que les gens disent. Ah, c'est une fumisterie. Alors, selon vous, est-ce que le marché africain est un marché qu'on peut conquérir où on peut réaliser des choses au-delà des frontières? Et c'est vrai que nos marchés intérieurs sont souvent des marchés domestiques de petite taille. OK. J'ai fait une publication disant qu'il faudra unifier les marchés africains. En réalité, pris dans l'ensemble, pris de manière individuelle, les pays représentent de très petits marchés. Ce n'est pas un hasard si au Nigeria, aujourd'hui, le Nigeria est le pays qui regorge le plus grand nombre de milliardaires en Afrique. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que le Nigeria, c'est le plus grand pays en termes de population en Afrique. Ce n'est pas un hasard si le Nigeria est un pays très avancé dans beaucoup de domaines, en micro-industrie, en industrie et un nombre de personnes qui sont riches. C'est par rapport à sa population. Donc, si on veut fabriquer des milliardaires africains tels que des Bill Gates, tels que des Jeff Bezos, tels que Jack Ma, nous avons intérêt, n'est-ce pas, à unifier le marché pour permettre de la possibilité aux industriels d'avoir accès à un grand nombre de personnes, avoir accès à toute la population africaine. Donc, nous sommes segmentés actuellement. Un milliardaire qui se contacte, par exemple, du Cameroun n'est pas très ambitieux. Voilà. Et c'est pour ça qu'on peut le voir, par exemple, sur le banquier Paul Fokam-Komenier, il s'est pas arrêté au Cameroun. Si aujourd'hui il a pu réaliser des performances, ce n'est pas uniquement. Ou tu vas peut-être vous dire que le Cameroun n'est peut-être même pas son plus grand marché. Vous comprenez? Voilà. Exact. Donc, s'il a réalisé cette performance, c'est parce qu'il s'est pas arrêté au Cameroun. Donc, les zones de libre-échange, pour venir à ta question, les zones de libre-échange, c'est une obligation en réalité. Donc, les Africains, les pays africains doivent avoir tous les mêmes normes, parce que c'est là où ça commence. On doit avoir tous les mêmes normes. Voilà. Les problèmes de standardisation des normes doivent être pareils dans tous les pays africains. C'est là où ça commence. Sinon, un produit qui est fabriqué au Cameroun ne sera pas accepté au Nigeria. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le Nigeria a un label qui s'appelle NAFDAC. Pour attaquer le marché nigérian, il faut pouvoir respecter les normes de ce marché, qui ne sont pourtant pas très exigeants tels qu'on le pense, mais parce qu'ils ont protégé le marché. Ce n'est pas avantageux pour les pays africains. Vous voyez? Donc, ce qu'on doit faire, on va faire l'effort d'être sérieux à la base, en confiant nos États à des personnes sérieuses qui vont définir des normes qui vont être unifiées au niveau de l'Union africaine. Et je pense que c'est comme ça que la zone de libre-échange pourra facilement prendre corps sur notre continent. Ok, merci pour ton éclairage. Donc, j'aimerais qu'on parle un peu maintenant du business de la boulangerie en Afrique. Donc, maintenant que tu as bien clarifié le marché africain, qu'on parle du business de la boulangerie en Afrique. D'abord, quel est le potentiel du business de la boulangerie en Afrique? Et dans une Afrique qui a besoin des investissements pour relancer l'économie, en quoi est-ce que les investissements dans la boulangerie peuvent aider, par exemple, à relancer l'économie dans les pays africains? C'est vrai que je vis aux États-Unis et ce que je vois aux États-Unis, je peux te dire que des secteurs comme le secteur de la boulangerie aux États-Unis, malheureusement chez nous, souvent quand certaines personnes en parlent, ils en parlent avec beaucoup de dédain, beaucoup d'arrogance. Mais ici, là, quand on voit des chaînes comme Panera Bread, c'est des chaînes qui ont 25 000 magasins. 25 000 magasins, il faut environ 20 personnes pour faire tourner une chaîne. Ça veut dire que vous pouvez calculer, ça fait 500 000 emplois dans les magasins. Et hors des magasins maintenant, dont le supply chain, les fournisseurs, tout ça, ça fait 1,5 million d'emplois, hein, donc pour un État-continent comme les États-Unis. Alors, donc, d'où ma question. Quel est le potentiel de la boulangerie sur le continent africain et en quoi les investissements dans la boulangerie peuvent aider nos pays à relancer leur économie?
Alors, je veux me limiter sur le cas du Cameroun que je connais très bien. En termes de potentiel, on a vu qu'en 2021, le Cameroun a importé plus de 900 000 tonnes de blé, qui représente à peu près plus de 150 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, au Cameroun, c'est un marché potentiellement de plus de 5 000 boulangeries. 5 000 boulangeries. Si on regarde bien, tous ces boulangeries agrégées emploient plus que les brasseries. Les brasseries du Cameroun qui est le plus grand employeur du Cameroun après la CDC. Bien sûr. Mais si on agrège tous les boulangers, c'est-à-dire on les met tous ensemble, ce sera le plus grand employeur. Je vous prends un exemple. On prend une boulangerie moyenne. Une boulangerie moyenne, c'est une boulangerie qui fait à partir de 50 sacs de farine par jour. 50 sacs de 5 employés. Voilà. Wow. À peu près 70 emplois. Il fait à peu près 63 à 65 millions de minimum. Ça, c'est le minimum. 65 millions de chiffre d'affaires. Ça peut aller à 70, 75, voire 80 millions. Mais ça fait un minimum de 65 millions de chiffre d'affaires. Ouais. Voilà. Donc, voilà une petite structure qui est faite dans un bâtiment de 400 voire 500 mètres carrés, n'est-ce pas, qui emploie 70 personnes, 70 Camerounais. Bon, comparons. On va prendre une entreprise qui importe, par exemple, on va par exemple des chaussures, voilà, qui fait par exemple 200 millions de chiffre d'affaires par mois. Voilà. Cette entreprise qui fait 200 millions de chiffre d'affaires et qui importe ne va pas employer plus de 15 personnes. Vous comprenez? Ça veut dire qu'au cours d'une année, ça va faire 1 milliard 200 millions de chiffre d'affaires. Donc, la boulangerie, c'est de l'industrie. Et l'industrie a l'avantage qu'elle génère beaucoup d'emplois. Et c'est profitable à la société. Et elle crée de la richesse de manière durable. C'est-à-dire, si on a un promoteur qui est sérieux, un promoteur qui sait ce qu'il veut, n'est-ce pas? Il va gagner avec le temps. Ça, c'est certain, il va gagner avec le temps. Donc, potentiellement, la boulangerie au Cameroun et en Afrique, parce que nous avons fait l'Afrique de l'Ouest, ce qu'on a vu, et nous faisons des formations en ligne, n'est-ce pas, nous accompagnons des promoteurs un peu partout en Afrique francophone. Ce que nous avons comme retour d'information, c'est que potentiellement, la boulangerie, c'est un très gros business, mais malheureusement, qui est mal exploité. Mal exploité, pourquoi? Parce que non seulement c'est un business dans lequel se retrouvent beaucoup de promoteurs qui n'ont pas la capacité intellectuelle nécessaire. Ça, il faut le dire. La boulangerie, rappelez-vous, toujours j'ai dit, la boulangerie, c'est la micro-industrie. Et si c'est la micro-industrie, ça demande d'avoir un minimum de capacité intellectuelle pour pouvoir gérer ce business. La boulangerie vous génère, ça fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est-à-dire, même pendant que vous dormez, au contraire, c'est quand vous dormez que l'activité tourne le plus. Parce que chez nous, en Afrique, la boulangerie, le pain se produit beaucoup plus la nuit. 65% du chiffre d'affaires se réalise la nuit. 65-70% du chiffre d'affaires se réalise la nuit. Il y a les boulangeries comme les boulangeries usines qui réalisent 100% de leur chiffre d'affaires uniquement la nuit. Vous comprenez? Et ça génère beaucoup d'informations. Une boulangerie qui fait 50 sacs va vous faire à peu près, plus de 20 000 pains, plus de 20 000 variétés de produits, 20 000, 30 000, 35 000 variétés de produits par jour. Voilà. Donc, ce n'est pas la capacité, vous n'avez pas des logiciels qui vous permettent de gérer ce genre d'informations quotidiennement et amener un contrôle efficace, vous serez dans la merde. Donc, c'est pour ça que nous avons justement mis sur pied, n'est-ce pas, ce cabinet pour dire, attention, pour lancer ce business, ça requiert un minimum de compétences intellectuelles. Voilà, c'est pas géré comme la boutique. Et je le rappelle encore d'ailleurs, j'ai fait un post dernièrement pour le dire, il est plus facile pour un homme d'affaires qui est déjà en activité d'échouer dans le business de la boulangerie que pour un amateur de réussir. Parce qu'un homme d'affaires qui est importateur, qui fait le bail en silence, qui fait une autre activité, qui se lance dans la boulangerie, il est déformé par cette activité. Il oublie que la boulangerie est une activité atypique, qui ne prend pas les dispositions soit pour se former, soit pour se faire accompagner, soit pour faire du benchmarking, et il se casse la gueule correctement. Ça, je peux vous dire, j'ai des trentaines, des cinquantaines de cas comme ça, parce que nous existons depuis plus de 5 ans, vous voyez. Donc, on a beaucoup de cas comme ça. Et puis, voilà. Bon, maintenant, revenons sur, vous avez parlé de votre chaîne de boulangerie aux États-Unis. Et moi, je voudrais faire une question. Voilà. Vous avez un business model de boulangerie aux États-Unis qui ne va pas nous arranger ici. Parce que chez nous, on a affaire ici aux petits promoteurs qui créent de multiples boulangeries. Si on se lance donc dans ce genre
d'environnement où on va voir une personne qui va produire, je ne sais pas comme ça, 500 000, 1 million de pains par jour, c'est-à-dire il va dominer tout un secteur, alors que cela devait permettre d'avoir comme ça 20, 50 promoteurs de boulangerie indépendants. Pour moi, c'est pas la bonne chose en réalité. Le business model de la boulangerie actuellement en Afrique, elle n'est pas mauvaise. Le problème, ce sont les acteurs qui sont à l'intérieur, qui non seulement n'ont pas suffisamment d'outils, et en plus qui ne sont pas organisés, et on voit au-dessus un État qui ne comprend toujours pas le véritable enjeu d'un pareil business. Voilà. Exactement, parce que quand tu dis qu'il y a environ 5000 boulangeries, et si chaque boulangerie, disons même emploie seulement 60 personnes, ça veut dire que ça fait quoi? 50 000 fois 6, ça fait 300 000 emplois, c'est beaucoup, hein? C'est pratiquement l'effectif de toute la fonction publique dans notre pays. Donc, c'est un secteur qui mérite une attention particulière. Bon, maintenant, pourquoi j'ai cité Panera aux États-Unis? Parce que Panera aux États-Unis, c'est une chaîne qui fait la boulangerie, exactement comme au Cameroun, là. Il fabrique la baguette, il fabrique beaucoup de pâtisseries. Mais l'avantage, c'est que quand vous voulez ouvrir Panera, vous êtes même un amateur. C'est une chaîne de franchise. C'est eux qui vous forment, c'est eux qui vous apportent la matière première, etc., etc., etc. Et l'avantage qu'ils ont, c'est que quand ils vont chez un industriel, ils achètent la farine pour 500 boulangeries, par exemple, on va dire, ou 1000. L'avantage, c'est que l'industriel est obligé, c'est-à-dire que en une journée, si ses adhérents font 50 sacs par jour, tu vois bien que s'ils sont 1000, en une journée, le meunier avec qui il passe un contrat d'approvisionnement va lui fournir 1000 sacs, combien? 50 000 sacs par jour. Donc, il pourra négocier les meilleurs prix d'approvisionnement, etc. Et puis, il a une enseigne unique où il fait la publicité, etc., etc. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. C'est pour ça. Donc, je me dis... Ah ouais, voilà, c'est pour ça. Ok, c'est bon pour votre environnement, mais j'aurais dit encore que pour nous, c'est pas un modèle que nous devons copier parce que autant mieux avoir autant de promoteurs indépendants qui créent de la richesse que d'avoir un super promoteur qui domine le marché. Cette position de dominance du marché, et nous ne voulons plus en fait, nous ne voulons plus. Et il faut permettre aux Africains. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, quand tu regardes la boulangerie américaine n'a jamais pu s'imposer, par exemple, dans un pays comme la France. Parce que la France, c'est les artisans boulangers et qui sont forts. Parce que le paradoxe de ça, c'est que quand tu vas en France, tu manges la baguette, tu es à l'aise, parce que c'est un artisan qui travaille selon la méthode artisanale. Mais malheureusement aussi ici aux États-Unis, quand tu manges la baguette, ça n'a pas de goût parce que comme c'est fait industriellement, bah, forcément, ce n'est pas... Mais bon, parfois, c'est moins cher. Ça, c'est un autre débat. Non. C'est intéressant ce que vous avez dit là, monsieur Élisée. Revenons sur le cas de la France, il faut le dire. Nous, on doit apprendre à copier les bons exemples. Je ne suis pas du football, je ne vois pas de télévision. Quand on parle de la France, on voit le football. Non, c'est ça que nous devons copier, les artisans boulangers. Comment est-ce qu'organiser le secteur de la boulangerie en France? Les boulangers font l'effort de protéger les secteurs. Vous comprenez? Vous qui avez de l'argent, c'est pas parce que vous avez de l'argent que vous allez venir vous enrichir dans un domaine où ce sont des gens qui ont un savoir-faire qui vous font vivre. Vous comprenez? Et je pense que si on avait réfléchi de cette façon-là, c'est que la boulangerie se porterait mieux chez nous en Afrique. Les artisans boulangers qui sont en réalité, n'est-ce pas, les vrais maîtres de la boulangerie en France ont su s'organiser pour pouvoir protéger le secteur, pouvoir protéger leurs gains, pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre que le domaine se développe de façon durable, en maintenant la qualité. Vous comprenez qu'on parle de baguette, on va tout dire, mais là, les Français, ils sont les meilleurs au monde, ils sont les meilleurs. C'est ça qu'on doit copier. On doit copier ce genre d'exemple. On ne doit pas copier des bêtises qu'on nous présente, que les médias français nous présentent lorsqu'ils sont tournés vers l'Afrique. C'est cela que nous devons copier, les artisans boulangers. Exact. Donc, j'ai une autre question maintenant. Merci pour ton éclairage. Maintenant, la question suivante, c'est sur la guerre en Ukraine et en Russie. Cette guerre, l'Ukraine et la Russie sont deux acteurs majeurs de la production d'abord des engrais, donc les deux pays, et ensuite de la production
du blé dans le monde. Je dis ça parce que c'est possible que je quitte la banque d'affaires pour aller travailler pour la famille Agnelli comme trésorier. Donc, on essaie de discuter si on s'accorde sur un certain nombre de choses. Parce que si je reste, le jour où je démissionne, je dois obligatoirement faire 5 ans sans travailler pour une autre personne. Donc, il vaut mieux aller travailler pour un grand groupe industriel pendant ces 5 ans-là. Et comme ça, quand tu pars, tu peux retourner et te mettre à ton propre compte. Donc, c'est par rapport à ça. Et donc, j'avais déjà fait un stage chez eux de 6 mois. Et moi, j'ai vu, on faisait beaucoup de... les deux pays là, l'Ukraine et la Russie, c'est vraiment les pays, et puis le Brésil, c'est vraiment le pays où ils faisaient donc ils construisent tous les grands tracteurs là, qui font l'agriculture industrielle sur 5 000, 10 000 hectares et plus. Donc, je pense que quand on travaille dans les comptes, sans aller dans les détails, mais c'était beaucoup l'Ukraine et la Russie. Bon. Maintenant, l'Ukraine et la Russie sont en guerre. C'est évident que ça va créer des difficultés pour l'approvisionnement en graines, si je peux dire ça comme ça. Notamment l'approvisionnement des céréales, le maïs, mais aussi et surtout le blé. Donc, les deux pays-là sont des grands producteurs de blé. Bon. Cela a entraîné, donc la guerre a entraîné une hausse des coûts dans le monde. Hein. Et cette hausse des coûts dans le monde, on a vu tout ce que les pays africains subissent ça. La dernière fois, on a vu une troïka des présidents africains. C'est la deuxième fois. Ils se sont rendus en Ukraine et en Russie avec pour mission de demander que vraiment le déblocage de blé par la mer Noire puisse atterrir sur les marchés africains parce que nos pays en souffrent. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi nous nous accrochons sur le blé alors qu'on pourrait nous-mêmes soit produire le blé localement, soit inventer des produits de substitution. Beaucoup de gens ont parlé du manioc, beaucoup de gens ont parlé de la farine de plantain, etc., etc. Alors, ma question, c'est la suivante. Est-ce que la farine locale peut être une solution pour maîtriser l'inflation sur les produits de la boulangerie? Ok. Avant de répondre, je vais donner quelques précisions. Avant la guerre en Ukraine, la Chine est le premier producteur de blé dans le monde, suivi de l'Inde. Mais sauf que la Chine et l'Inde n'exportent pas leur blé. Voilà. Au contraire, ils en demandent. Voilà, la Chine et l'Inde, ils produisent, ils transforment ça pour leur population. Vous comprenez? Un pays comme l'Inde, par contre, transforme avant d'exporter. Voilà, on connaît par exemple le leader en termes de biscuits dans le monde qui est Parle-G. C'est un Indien. C'est un peu un hasard parce qu'ils ont la matière première à faible coût disponible. La Russie est le premier pays exportateur de blé dans le monde jusqu'à présent. L'Ukraine est 5e pays exportateur de blé dans le monde. Voilà, donc c'était en fait deux pays majeurs qui influençaient les cours de blé partout dans le monde entier. Donc, quand la guerre en Ukraine est arrivée, c'était normal que le marché puisse trembler. C'était normal que les prix puissent exploser. On a vu au Cameroun, par exemple, le sac de farine passer de 17 000 à 25 000 directement, à 17 000, 19 000 et 25 000 directement. Vous comprenez? Une augmentation brusque qui a fragilisé beaucoup d'entrepreneurs. L'État, pour pouvoir donner du souffle à ces entrepreneurs en réunion avec les menotiers, n'est-ce pas, ont décidé, et les boulangers ont décidé d'augmenter le prix du pain bata qui pèse 200 grammes parce que il faut savoir que au Cameroun, le pain pèse 200 grammes. Voilà, ça c'est un arrêté ministériel. Voilà, ça pèse 200 grammes et il coûte 150 francs. Il coûtait 125 francs avant la guerre en Ukraine. On a augmenté 25 francs. La question, c'est est-ce que l'augmentation a permis de juguler, n'est-ce pas, l'augmentation du prix du pain permet de juguler l'augmentation du prix de la farine. Ça, c'est toute une autre histoire. Donc, vous voyez, et revenons encore, la Russie est le premier fournisseur de blé au Cameroun, avec plus de 40% de marché. La Russie est le premier fournisseur de blé avec plus de 40% de marché. Je pense qu'ils sont suivis, je pense, du Canada, de la France et des États-Unis. Voilà, donc, vous comprenez pourquoi nous avons été beaucoup impactés par la guerre en Ukraine. Votre principal fournisseur entre en guerre et puis voilà. Maintenant, je reviens à votre question.
Est-ce que les farines locales peuvent permettre de résoudre le problème d'inflation des prix du blé sur le marché? Voilà. Déjà, il faut dire que le marché est en train de se réorganiser. Le fait que l'Ukraine est en train de sortir de la liste de la liste des grands importateurs, des grands exportateurs de blé, n'est-ce pas? Ça fait en sorte que depuis un certain moment, les prix chutent, même ça chute lentement, mais ça chute. Ça prouve que le marché est en train de se réorganiser, n'est-ce pas? En tenant compte du fait que l'Ukraine ne va plus occuper la position qu'elle occupait à l'époque. Maintenant, je reviens à la question. Est-ce qu'on peut remplacer la Pourquoi est-ce que farine de blé? l'Ukraine ne va pas... attends une question. Pourquoi l'Ukraine ne va pas occuper la position qu'elle occupait à l'époque? Dans tous les cas, elle ne pourra pas l'occuper des sitôt. La première raison, c'est que elle a vu une bonne partie de son territoire qui était amputée par la Russie. Et une bonne partie de son territoire amputée par la Russie était cette partie qui faisait dans la culture de blé. Ok. Voilà. Okay. Donc, c'est l'une des raisons dans tous les cas. C'est l'une des raisons. Okay. Le temps, par exemple, elle se redéploie à d'autres endroits, le temps. Donc, c'est l'une des raisons. Ok. D'accord. Ok. Donc, je reviens à ta question. Est-ce qu'on peut remplacer la farine de blé par la farine de manioc, par la farine de patate, par la farine de plantain? C'est une bonne question que tout le monde se pose et qui fait créer beaucoup je veux dire, qui anime beaucoup les réseaux sociaux. La vérité, c'est que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes prêts à aucun niveau. Pourquoi? Je vous prends un exemple. Une boulangerie, une petite boulangerie qui fait 10 sacs, je dis bien une petite boulangerie qui fait 10 sacs de farine de 50 kg par jour, n'est-ce pas, va faire ces 10 sacs tous les jours pendant 30 jours. C'est ce qui est intéressant dans l'agroalimentaire, c'est qu'on peut faire des prévisions, on peut faire des prévisions sur sa tontine, on peut faire des prévisions sur ses recettes, on peut faire des prévisions sur son bénéfice. Je recommence. Une petite boulangerie qui fait 10 sacs de farine chaque jour va le faire tous les jours pendant 30 jours. La question que je voudrais poser, combien d'agriculteurs camerounais sont prêts à livrer 10 sacs de farine de manioc chaque jour pendant 30 jours? Combien d'agriculteurs camerounais sont prêts à livrer 10 sacs de farine de patates dans une boulangerie pendant 30 jours? Et ça pour plus de 5000 boulangeries. Ça, c'est la question. Bon, là, ça nous renvoie en amont. Le problème de l'agriculture se pose. Malheureusement, nous ne maîtrisons pas la science, donc nous ne maîtrisons pas l'agriculture. Nous ne maîtrisons pas la science, donc nous ne maîtrisons pas l'agriculture. L'idéal, en fait, parce que si on voit par exemple le manioc, c'est une culture qui va au-delà de 6 mois, 8 mois, 1 an. Voilà, pour ceux qui sont un peu plus longs. Si on voit la patate, c'est vrai que c'est 3 mois avec ce qu'on voit. Si on voit le plantain, c'est 1 an. Voilà. Ce qui fait que directement, n'est-ce pas, la durée de la culture fait en sorte que c'est un peu plus compétitif par rapport au blé. Parce que ce sont les indicateurs qu'il faut tenir compte lorsqu'on veut vulgariser un produit, lorsqu'on veut faire en sorte que ça devienne un produit de consommation nationale. Vous comprenez? Donc, jusqu'à présent, face au blé, en termes de durée de culture, le blé reste le produit le plus compétitif. Le blé, c'est combien de temps la durée de culture? Le blé, c'est 3 mois. Le blé, c'est 3 mois. C'est 3 mois. Et ce sont des céréales. Vous comprenez? Le blé reste compétitif. Et la patate, c'est 3 mois? Bien sûr, la patate, c'est 3 mois. On va y arriver. La patate, c'est 3 mois. Comment on appelle ça? Le fonio en Afrique de l'Ouest. Le fonio, c'est 3 mois. Et comme le blé, c'était un céréal. Voilà. On refait ça à l'éventualité de pouvoir remplacer le blé par du fonio, quoi. Voilà. Donc, le blé est compétitif. Moi, je pense que dans l'urgence, parce qu'on a une population à nourrir, exact. On a une dépendance qu'il faut rompre le plus urgemment. Ce que nous devons faire, nous avons les terres très fertiles, c'est de faire la culture du blé. Qu'est-ce qui nous empêche de faire la culture du blé? C'est la question que je pose tout le temps sur ma page Facebook. Qu'est-ce qui nous empêche de faire la culture du blé? Est-ce que c'est accord le colon qui nous empêche de faire cette culture? Est-ce que c'est accord nos États qui nous empêchent de faire cette culture? Ou bien est-ce que c'est nous-mêmes qui n'arrivons pas à prendre les initiatives pour faire la culture du blé de façon industrielle? Que penses-tu de l'expérience qu'on a vue avec l'université de Chang qui a mené tous les essais
sur la culture du blé. D'ailleurs, on va recevoir les deux professeurs là prochainement, qui a mené tous les essais sur la culture du blé. Que penses-tu de ça? Et que penses-tu des essais que je crois un institut gouvernemental a fait dans l'Adamawa? Et est-ce que tu penses que notre pays devrait se jeter dans la culture du blé? Parce que les coûts ayant monté, si nous entrons dans le secteur du blé, nous serons compétitifs dans notre pays. Mais si le Cameroun ne fait pas l'agriculture, ils vont faire quoi? Le développement du Cameroun, je parle bien du Cameroun, ne peut passer que par le secteur primaire. Si le secteur primaire au Cameroun n'est pas développé, on n'ira nulle part. Donc, nous avons l'obligation de faire la culture du blé. On a l'obligation. Donc, les initiatives telles que ce qui se fait à l'université de Tchang, ce qui se fait un peu de partout, ce sont des initiatives à encourager. Vous comprenez? Aujourd'hui, on a constaté que nous sommes totalement distraits. On ne connaît pas où se trouve le véritable enjeu de l'Afrique, où se trouve le véritable enjeu de notre développement. Vous comprenez? Donc, ce sont les initiatives à encourager. Le premier producteur de blé en Afrique, c'est comment on appelle? C'est l'Égypte. Voilà, c'est l'Égypte. Peut-être suivi, je pense, d'une. Voilà, c'est l'Égypte. Et en même temps, ce sont des très gros consommateurs de blé. Exact. Vous comprenez? Exact. Voilà. Maintenant, j'ai dit quelque chose de très important dernièrement sur ma page, que pour que l'agriculture en Afrique se développe, il y a beaucoup de chemins par lesquels on va passer. C'est-à-dire, le premier, c'est tous ces politiciens coloniaux qu'il faudra chasser. C'est toute une organisation qui va refaire. Mais au niveau technique, n'est-ce pas, nous devons avoir des laboratoires de semences. Voilà. Ouais, aujourd'hui, l'Afrique ne contrôle plus aucune semence. Aucune semence. Comme pas du blé. Tous les menotiers qui sont au Cameroun n'achètent pas le blé dans les mêmes pays. Comme j'achetais par exemple le blé en Russie, ce blé est différent. Les quartiers de ce blé est différent du blé qui est vendu en France, qui est beaucoup plus un blé tendre. Vous comprenez? Ce blé est différent du blé qui est vendu en Argentine, qui est un blé qu'on sait qui est pauvre en protéines. Vous voyez? Qui est différent du blé qui est vendu au Canada, qu'on sait qui est un blé dur. Donc, nous, en réalité, n'est-ce pas, nous devons avoir nos laboratoires des semences pour des cultures stratégiques. Exact. Et qu'en est-il des pays comme les États-Unis et la Turquie? Bien sûr, en 2000, je pense, c'était en 2021, la Turquie est entrée dans le top 10, je pense, des producteurs de blé dans le monde. Voilà. Et les États-Unis, lui, ils gardent les États-Unis, je pense, ils gardent la même mise. Ils n'ont pas beaucoup évolué dans le classement des producteurs de blé. Voilà. À ce que je sache, c'est que les États-Unis également sont un fournisseur en Afrique et notamment du Cameroun. Au Cameroun, je pense qu'ils sont 4e fournisseur. Je pense bien, si j'ai bon souvenance. Ok. D'accord. Merci pour ton éclairage là. Maintenant, quelles sont les opportunités d'affaires qu'offre le secteur de la boulangerie moderne dans les pays africains? Ok. Avant de parler d'opportunités, il faut que je fasse une précision. Ce que je dis d'entrer dans le jeu à toutes les personnes qui nous consultent, notamment les personnes de la diaspora africaine, pour le dire. Quand vous voulez investir, dites-vous que vous êtes sur un continent, que vous devez plus donner que recevoir. N'est-ce pas? Pensez à la création des emplois, pensez à pouvoir mettre un sourire sur les lèvres des familles, pensez à faire avancer le développement de votre pays. Voilà. Donc, quand vous mettez dans cet état d'esprit, c'est déjà, vous avez fait le premier pas pour pouvoir investir en Afrique. Mais si vous venez avec la volonté de pouvoir gagner 20%, 30%, 40%, c'est très bien, vous allez peut-être le gagner, mais vous n'allez pas pouvoir vous inscrire sur la durée. Okay. Donc, en termes d'opportunité, elle est vraiment réelle, mais le problème, c'est qu'on n'a pas des pays organisés. Si je prends un pays comme le Cameroun, on a la chance qu'au Cameroun, les nationaux dominent le secteur de la boulangerie à plus de 90 voire 95%. Voilà.
C'est encore récemment que les étrangers, c'est-à-dire les Turcs, les Libanais sont en train de revenir en force, les Français sont en train de revenir en force dans le secteur de la boulangerie au Cameroun. Mais sinon, depuis très longtemps, c'est un secteur qui est dominé par les promoteurs camerounais. Et contrairement aux pays comme la RDC et aux pays où on sait que ce sont les Libanais qui dominent le secteur depuis la menoterie, c'est-à-dire depuis la production de la farine jusqu'à la transformation du pain. Donc, aujourd'hui, potentiellement en Afrique, il y a beaucoup de facteurs à se faire dans le business de la farine. En commençant, comme je dis, par la menoterie. Dans la menoterie, c'est cette activité qui vient en amont de la boulangerie parce que le boulanger, avant de recevoir la farine, n'est-ce pas, ça passe sur le menotier. Le menotier lui sort. Voilà. Ça passe dans les menoteries, si vous voulez. Dans les menoteries, ils achètent du blé, ils stockent du blé dans des entrepôts. Et une fois que la boulangerie passe la commande, voilà, on prend du blé dans les entrepôts, on va les écraser dans des moulins, on les traite, n'est-ce pas, suivant les caractéristiques du client. Voilà, et on les traite et on les met à disposition, du client. Donc, il existe potentiellement un gros business à se faire dans le domaine de la farine en Afrique. Voilà, c'est très vaste en réalité. Je reviens encore là. Parce que quand on dit opportunité d'affaires, bon, la opportunité d'affaires, prenons quelqu'un qui est dans la diaspora, qui pense investir au Cameroun. Bon, moi, par exemple, quand j'étais à Douala, j'aimais bien le pain, par exemple, je ne sais plus si Chococho a encore à Bonapriso. Je ne sais plus si Chococho a encore là. Ah non, ok, d'accord. Ok, d'accord. Mais il faisait des choses bien, par exemple. Il faisait des choses bien. Parce que la boulangerie artisanale, je veux dire, telle que, par exemple, les Français la font, ils font vraiment un pain de qualité. Est-ce que chez nous, par exemple, quelqu'un qui a travaillé dans la boulangerie artisanale en France et qui veut, un Camerounais, et qui veut rentrer au Cameroun, investir dans la boulangerie artisanale et faire du pain et de la pâtisserie comme on en mange en France, est-ce que c'est possible au Cameroun? Et quelles sont les clés de la réussite? Bon, disons qu'au niveau de la qualité, il n'y a pas de problème. Il y a des boulangers qui font du très bon pain au Cameroun. Que ce soit des boulangeries des expatriés, que ce soit des boulangeries des locaux qui font du très bon pain. On n'a rien à envier aux baguettes françaises. Du mauvais pain qui est fait au Cameroun, c'est généralement pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la recherche de la rentabilité du promoteur. La deuxième, c'est la non-qualification des employés qui ne sont pas du tout formés. La raison pour laquelle, justement, nous sommes en train de penser d'ouvrir l'école pour former les techniciens boulangers, techniciens pâtissiers. Donc, généralement, ce sont les deux principales raisons. La première, c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est les promoteurs qui cherchent des bénéfices accrus. Ils font du très mauvais pain. Voilà. La deuxième, c'est les employés qui ne sont pas formés, qui ne sont pas qualifiés. Et il n'y a véritablement pas d'école qui vont vous dire qu'ils forment des gars qualifiés qui sortent de la boulangerie. Donc, au niveau de la qualité du pain, ça ne se pose pas au Cameroun. Voilà. Ça ne devrait même pas se poser. Donc, si quelqu'un vient de la France, il dit qu'il va faire du bon pain, il va le faire. Mais c'est pas ça qui va permettre le projet. Pour réussir le projet de boulangerie, c'est un business. C'est un business. Et ça, c'est des exigences comme tout autre business. Vous comprenez? Il y a des préalables pour connaître. Il y a des préalables que vous devez apprendre. Il y a des préalables dont vous devez intégrer quand vous faites quoi que ce soit. Donc, l'investissement dans la boulangerie, d'abord, il faut le dire, ça je le répète encore, c'est un investissement industriel. C'est un investissement, c'est une activité contraignante. Je dis encore 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vraiment, si vous aimez le repos, si vous aimez travailler 7 heures de temps, 8 heures de temps par jour, ne faites pas la boulangerie. Voilà. Si vous n'aimez pas le stress, ne faites pas la boulangerie. Et la boulangerie en Afrique, en général, c'est la boulangerie industrielle. On n'est pas dans le business de la France où on dit qu'on limite le quota de production à 3 sacs, à 4 sacs. Non, on n'est pas ici. Ici, il y a des boulangers qui vous font 100 sacs de farine par jour. Il dit une seule unité de production. Et en même temps, il y a des réseaux de boulangeries qui vont vous faire 200, 300 sacs par jour. Si vous voyez un homme d'affaires, par exemple, qui a 5 boulangeries, 6 boulangeries, 10 boulangeries, quand vous allez agréger son nombre de sacs par jour, vous allez voir qu'il va se retrouver à 200, 300, 400 sacs par jour. Voilà. Et plus même, là, on va revenir sur les mastodontes, parce que les mastodontes, si on vous donne des chiffres,
vous allez être effrayé, comment effrayé, comme je vous dis. Ok, dans les boulangeries saquées, des choses comme ça, là. Ouais, ça c'est du gros, quoi. C'est du gros. Si vous entendez le nombre de sacs que ces gars consomment, que les unités de production brassent par jour, vous allez comprendre qu'en réalité, ça doit être Exact. extraordinaire, en fait. Ouais, ça doit être Exact. extraordinaire. Non, je comprends. Il y a des gens qui réagissent dans le chat et je vais prendre quand même la réaction. Les réactions sont intéressantes. Tu vas voir, il y a un Enoch Siam qui dit attention à toute la diaspora, très risqué d'investir dans la boulangerie au pays sans être à côté. Trop de triche en interne. Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire, si vous n'êtes pas là pour suivre au day-to-day, comme vous dites, est-ce que ça vaut la peine d'investir? Est-ce que quelqu'un peut être en Europe, par exemple, il emprunte l'argent, il monte une boulangerie au pays et il gère ça depuis l'Europe, par exemple? Est-ce que c'est possible? Il n'y a pas que la boulangerie, il n'y a pas que la boulangerie il n'y a pas que la boulangerie qui pose ce problème. Et la plupart des business, on n'investit pas et puis on abandonne, comme beaucoup prétendent le faire. Déjà, avant d'y arriver, il faut pouvoir répondre à l'internaute. Ce qu'il faut dire, c'est que il faut bien se positionner quand on veut mettre son argent dans un projet. Est-ce qu'on est investisseur? Est-ce qu'on est investisseur promoteur? Est-ce qu'on est promoteur? Ça, c'est la première des choses. Voilà. La deuxième, c'est que il n'y a pas d'investissement sans risque. Et la boulangerie, c'est de l'industrie. L'industrie sont les machines. Nous, on n'a pas été habitués aux machines. On n'a pas été habitués aux choses complexes. On était habitués aux prestations de services. On était habitués au bayam selam. On était habitués à ça. Vous comprenez? Non, Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on fait un investissement dans la micro-industrie, la première chose dont on doit se rassurer, c'est que on doit se rassurer que le système qu'on doit mettre en place est fiable. Okay. Et donc, il pose Voilà. encore la question. Ouais, vas-y, je t'en prie. On va mettre en place est fiable, voilà, et que les hommes qui vont permettre de faire fonctionner ce système sont intègres. Et je ne dirais jamais assez. Hein, la plus grande compétence d'un employé, ce n'est pas sa compétence technique, non, c'est son intégrité. Exact. Et je pense qu'on doit encore nous éduquer là-dessus. Exact. Maintenant, la même personne dit qu'il faut investir et attendre le retour sur location du fonds de commerce. Que voilà, il est lui-même investisseur dans la boulangerie. Donc, tu peux répondre ou ne pas répondre. Hein, si tu penses. Non, pas ça. Ok, d'accord. Maintenant, il y a Ortifan qui dit, bon, au Cameroun, dans la région de Bafang, on cultive le blé et du tournesol. Le tournesol est pressé pour obtenir de l'huile de tournesol qui est vendue dans les supermarchés. Le blé qui est cultivé est utilisé par les boulangers pour faire du pain, mais ils ont décidé de ne pas communiquer dessus. Donc, ça veut dire qu'on a du potentiel quand même pour faire du blé chez nous. Mais c'est très bien. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une initiative à encourager. Pourquoi ils ne communiquent pas là-dessus? Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Aujourd'hui, on ne s'enferme que dans sa chambre. L'argent n'aime pas le bruit. Non. Il faut laisser ça. On a la chance d'avoir Internet. Utilisons l'Internet à bon escient. Vous comprenez? Voilà. Moi, ce que je pense, c'est que les petites initiatives telles qu'elles sont faites aujourd'hui en Afrique doivent être encouragées et doivent permettre, n'est-ce pas, qu'on puisse démultiplier ce genre de choses. Le Cameroun, aujourd'hui, c'est plus de 30 millions d'habitants. C'est plus de 30 millions d'habitants. Exact. Un petit cultivateur qui dit qu'il va s'enfermer dans sa chambre ne peut cultiver que peut-être pour 10 personnes ou pour 30 personnes de son quartier. Prenons la Russie. La Russie, c'est le fournisseur du Cameroun. C'est lui qui fournit 40% du blé du Cameroun. En 2024, pour la saison, pour la culture 2024 à Russie, les agriculteurs russes, quand ils font leurs prévisions, ils disent, écoutez, nous, le Cameroun attend 40%, 45% de leur fourniture en blé, qui correspond par exemple, je ne sais pas, à 400 000 tonnes de blé. Vous comprenez? Et ils prennent des dispositions pour que les 400 000 tonnes puissent être livrées dans des délais. Et pour le faire, il faut faire la culture
industrielle, c'est la culture moderne et industrielle. Donc, c'est bien déjà ce qu'on fait comme activité, comme initiative de manière isolée, vous comprenez, mais il faudra penser, n'est-ce pas, moderniser et passer à la phase industrielle. L'Afrique, c'est plus d'1 milliard, ce sont des milliards des êtres humains à nourrir chaque jour, chaque jour. On n'est plus là où on veut cacher, non, on est modernisé. Voilà, on est modernisé, passer à la phase industrielle. Exact. Et donc, ça veut dire que, par exemple, si tu dis le blé 3 mois, ça veut dire que chez nous, on peut cultiver ça 2 fois l'an. Vu que si on a l'espace arrosé, on peut cultiver ça 2 fois l'an. Et donc, ça veut dire qu'il y a des opportunités d'investissement dans la culture du blé dans notre pays. Mais la blé existait avant, dans les années 80. Je n'invente rien. Monsieur Yonka, vous connaissez mieux que moi à quoi renvoie la sauce des blés. Donc, nous avons le climat le mieux approprié pour faire la culture des céréales. Nous avons les terres très appropriées pour faire la culture des céréales. Mais ce que nous n'avons pas, c'est la science, non seulement pour faire le labo des semences, et également pour faire la mécanisation de notre agriculture. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui nous manque en fait. Et tout cela ne peut être possible que par la volonté politique. Exact. Et surtout pour un pays comme le Cameroun. Il ne faut pas rêver et dire que non, vraiment. Surtout pour un pays comme le Cameroun. Exact. Donc, maintenant, je pose la prochaine préoccupation. Quelle est la politique que vous proposez, ou la stratégie, parce que politique ou stratégie, vous proposez pour produire une baguette de pain qui est de bonne qualité et moins coûteuse pour le consommateur africain ou le consommateur camerounais? Moi, par exemple, je propose qu'on cultive la patate et qu'on fasse le pain comme le pain Kumba, parce qu'avec la patate, on peut aussi, ça peut démarrer comme une niche. Ça veut dire que les gens peuvent dire, bon, voilà, je propose de la patate. Parce que ça, c'est une stratégie, par exemple, qu'on a vu. Il y a une Camerounaise ici, Dikon, qui a ouvert un restaurant africain avec succès dans un quartier de Blanc, qu'on appelle Ouattouza. C'est un grand quartier de Blanc. Donc, on avait beaucoup réfléchi. Au début, elle a voulu faire un restaurant africain ou camerounais. Ça n'a pas marché. Mais après, on lui a dit non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est que les plats africains, tu les proposes à emporter ou à manger sur place un seul jour dans la semaine. Donc, et en dehors de ça, tu fais la cuisine américaine. Donc, elle a fait ça. Donc, les gens qui ont mangé la cuisine camerounaise se sont rendus compte que c'est pas trop sucré, c'est pas trop salé. Elle mettait pratiquement pas d'huile. Donc, comme les gens de un certain âge et ici, ils ne mangent plus sucré, salé, etc. Donc, ils ont commencé à acheter maintenant cette cuisine camerounaise-là. Et petit à petit, quand ils se sont habitués, ils ont commencé à passer beaucoup de commandes. Donc, elle a rajouté un autre jour. Donc, sur 7 jours, elle avait 2 jours et 5 jours la cuisine américaine. Et puis, elle a rajouté un autre jour. Et puis, aujourd'hui, elle fait à la fois la cuisine américaine et la cuisine africaine. Donc, je me dis peut-être que si c'est la patate, on aurait pu commencer comme ça et aller petit à petit. Bon, ça, c'est mon point de vue. Maintenant, je pose la question au technicien que tu es. Quelle est la stratégie qu'on peut avoir pour pouvoir proposer une baguette, par exemple, comme la baguette française, avec faite comme la baguette française, qui est vraiment bonne, et dans un prix raisonnable? Si, par exemple, tu étais le ministre du Commerce et qu'on te posait la question, qu'est-ce que tu dirais? Alors, c'est très simple. Pour pouvoir avoir un pain de qualité à moindre coût, il faut pouvoir contrôler les intrants. Et les intrants, les principaux intrants en boulangerie, c'est quoi? C'est la farine. La farine compte pour 80%. C'est la levure, c'est l'améliorant, c'est le sucre, c'est le sel, et c'est le beurre, et c'est les autres que je ne vais pas citer ici. Donc, en réalité, pour pouvoir contrôler le coût de la baguette, il faut pouvoir contrôler les intrants. Nous ne contrôlons rien. La seule chose que nous contrôlons, la seule chose que nous n'importons pas dans le pain, c'est l'eau. La seule chose que nous n'importons pas dans le pain, c'est l'eau. Tout le reste est importé, donc nous ne contrôlons rien. Vous comprenez? La preuve, les agriculteurs ukrainiens l'Ukraine est entrée en guerre, c'est-à-dire que les agriculteurs ukrainiens ont été déstabilisés. Ça nous a impacté. Exact.
Donc, nous ne contrôlons rien. Ce sont les autres qui décident de ce que nous on mange. Ce sont les autres qui décident du prix auquel on doit acheter nos produits. Ce sont les autres qui décident. Donc, c'est simple. Pour le faire, il faut se dire, nous devons contrôler le prix des intrants. Pour contrôler le prix des intrants, il faut rentrer au champ. Il faut rentrer au champ. On n'a pas de choix. Il faut rentrer au champ. Il faut cultiver le blé. Et si on cultive le blé, aujourd'hui, le sac de farine, c'est combien? Le sac de farine est à 22 000 pour la farine intermédiaire. La gamme moyenne, voilà, elle est à 22 000 et un peu moins 21 500 pour la farine faible. Donc, si on, par exemple, le Cameroun cultivait son blé, ce qui est sûr, on pourrait se retrouver dans les 13 000, dans les 12 000, le sac de 50 kg de farine, peut-être même dans les 10 000 francs. Vous comprenez? Donc, si nous, on produisait notre propre farine de blé, le prix du pain, du sac de pain, le prix du sac de farine serait moins qu'en ce moment. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si on produisait du blé, le sac de farine devait être beaucoup moins. Mais on ne le fait pas. On le fait pas. Je prends un autre exemple. Je vais prendre le beurre. Le beurre, il y a cela 4 ans, le kilogramme du beurre, je pense, coûtait 900, c'est combien 948 francs. Aujourd'hui, nous sommes au-dessus de 1200, donc une augmentation de plus de 30%. La margarine ou le beurre? La margarine, si vous voulez, le beurre végétal. En boulangerie, on utilise le beurre végétal qui s'appelle la margarine. Merci pour la précision. Merci pour la précision. Ok. D'accord, c'est intéressant. Bon, j'ai une autre question que je vais te poser. Quand on vient dans une boulangerie aux États-Unis, bon, parce que je sais que bon, la boulangerie, encore toi tu es Camerounais, parler de boulangerie avec un Français et dire que la boulangerie en Amérique, ça va le rendre malade tout de suite. Il va dire, et c'est pas la boulangerie ça, c'est pas la boulangerie, c'est la cochonnerie ça. Bon, nous on va pas dire des choses comme ça quand même. Bon, et ils ont leur raison. Bon, mais ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que des secteurs comme la boulangerie, si je m'appuie encore sur le business model de Panera, c'est que, comme tu as dit, OK, le pain chez nous, c'est 100% des intrants importés. Bon. Les Américains, par exemple, quand vous entrez chez Panera, l'offre qu'il y a autour de vous, si vous calculez la part, on travaille avec le pain comme produit d'appel. Si vous calculez la part du pain dans le chiffre d'affaires, vous êtes aux alentours de 1/3, voire même moins, peut-être 25%. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils produisent beaucoup de sandwichs avec dans les États locaux, par exemple, si vous allez chez Panera dans l'Illinois, si dans l'Illinois on produit beaucoup de dinde, vous allez voir beaucoup de sandwichs à la dinde. Si vous allez dans le Nebraska, si on produit beaucoup de porc, vous allez voir beaucoup de sandwichs avec des jambons, des trucs à base de porc. Donc, en fonction des États, on regarde les avantages compétitifs et on propose un produit. On dit qu'on se dit, bon, le pain, c'est un support. Mais sur le pain, nous proposons des sandwichs, par exemple, etc. Sur les produits de la boulangerie, nous greffons beaucoup de choses. Par exemple, quand vous achetez, vous entrez dans une boulangerie, vous achetez des glaces, vous achetez des pop-corn, vous achetez plein de choses. Bon, est-ce que ce qu'on le reproche qu'on ne peut pas faire à la boulangerie chez nous, c'est qu'elle n'a pas diversifié son offre de façon à créer la valeur ajoutée. Je prends un exemple encore. Je suis un boulanger. Quand vous entrez dans le rayon d'une boulangerie aux États-Unis, et peut-être chez Panera, vous pouvez acheter du pain, vous pouvez acheter un sandwich, mais vous pouvez également acheter une glace. Vous pouvez également acheter le pain, mais à côté, on peut vous vendre emballé dans un petit tube en plastique, une hors d'œuvre fraîche que vous pouvez acheter. Donc, ça fait que quand vous dépensez 100 francs, la part qui est réservée au pain, qui est constituée à 100% des ingrédients importés, sera peut-être de 30 francs, mais la part des intrants locaux sera peut-être de 40 francs. Est-ce que ça peut pas être là des stratégies que les boulangers peuvent utiliser pour réduire l'exposition à ce qui vient de l'étranger, par exemple? Ok, très bien. Et je suis parfaitement d'accord avec toi que chez nous, malheureusement, l'offre en matière de boulangerie n'est pas diversifiée.
Et justement, ça dénote de la faible capacité intellectuelle de nos promoteurs. Mais ce n'est pas seulement ça. Voilà. Mais il faut comprendre qu'au Cameroun, le pain, c'est pour les pauvres. Le pain, c'est 150. Vraiment, c'est ça, il faut le dire. C'est pour les pauvres. Si vous voulez monter en gamme, c'est-à-dire faire un produit à base de la farine qui va coûter au-delà de 150, vous perdez directement, une certaine classe de personnes. Or, la masse aujourd'hui, la masse, celle qui est appelée à consommer cette grande partie des pains qui sont produits sont les pauvres. Vous comprenez? Donc, si on veut monter en gamme, c'est-à-dire produire des sandwichs, des hamburgers, ce qui se fait même, arrêtez, ça se fait, arrêtez, ça se fait. Mais seulement, vous n'allez pas pouvoir atteindre une certaine cible. Pourquoi? Parce que cette cible n'a pas le pouvoir d'achat requis. Okay. N'oublie pas que nous sommes dans les États, nous sommes dans les États pauvres, des gens très peu de moins, les gens avaient le SMIC chez nous, c'est 60 000, c'est récemment que c'est passé à 60 000. Il y a quelques temps, on était encore à 36 000 et poussières. Donc, avec 60 000, vous allez manger combien par jour et la part du pain à l'intérieur va représenter combien. Et pour préciser, le pain représente l'aliment de base. Ça reprend l'aliment de base en Afrique. Il y a des pays où on mange le pain 3 fois par jour. Exact. Voilà, donc, et si c'est que, on va le faire, voilà. Mais je vais quand même revenir à l'une de tes préoccupations en ce qui concerne la farine locale. Chez vous, vous avez ce qu'on appelle la patate d'un jour. Moi, ce que je propose aux promoteurs de boulangerie, justement pour booster les chiffres d'affaires, n'est-ce pas, c'est de créer un rayon produits locaux. Vous donnez la possibilité à toutes ces personnes qui sont non tolérants au gluten, à toutes ces personnes qui sont malades ou diabétiques et consorts, de pouvoir consommer du pain qui n'est pas 100% du blé, ou bien du pain où du blé a été réduit à un minimum 30, 40, voire 50%. Exact. Automatiquement, ça va booster votre chiffre d'affaires. Depuis 2020, je pense bien, nous avons lancé une série de tests du pain maïs. Et aujourd'hui, je peux vous dire, on a plus de 7 recettes de pain maïs qui marchent très bien. Et vous savez que le maïs a l'avantage de faire bien digérer l'être humain. Exact. Vous imaginez un pain avec du maïs à l'intérieur, mais ça sera très bon pour les personnes qui ne mangent pas la farine parce qu'il fuit la constipation. Exact. Donc, l'absence de l'offre diversifiée vraiment est une problématique que les promoteurs de boulangerie doivent résoudre. En même temps, c'est qu'ils vont être butés, n'est-ce pas, sur le faible pouvoir d'achat des populations. Ok. Donc, bon, il y a quelqu'un, la même personne qui nous dit que le problème de celui qui produit le blé, là, c'est que, bon, je n'ai pas pour une émission comme celle-ci, très souvent, j'aime parler de ce dont j'ai les évidences. Mais je n'ai pas les évidences, ni toi ni moi ne les avons, mais je lis seulement le commentaire, donc ça ne veut pas non plus dire qu'on y est d'accord à 100% parce qu'on n'a pas d'évidence. Donc, il dit qu'il paraît qu'il y aurait des conventions signées avec les Occidentaux, ce qui fait que l'homme de Bafang a subi plusieurs fois la destruction de ses semences au port, et donc il est fait entrer officieusement, et c'est pour ça qu'il ne communique pas dessus. Bon, je ne sais pas si c'est... Je n'ai pas d'évidence là en ce moment, donc c'est pour ça. Donc, dans quel pays africain alors qui offre la plus grande rentabilité dans le secteur de la boulangerie? Ok. En réalité, c'est une question réservée à des personnes que nous accompagnons au cabinet. Voilà, parce que nous donnons cette pause. C'est une étude que nous faisons et que nous actualisons tout le temps pour permettre aux investisseurs de ne pas louper le projet, pour permettre aux investisseurs de maximiser, d'optimiser le gain. En réalité, il y a des pays que je déconseille, mais je ne veux pas dire ça ici pour décourager certaines personnes. Il y a des pays que je déconseille carrément de faire la boulangerie. Pourquoi? Parce que comme vous avez des indicateurs, il y a des indicateurs qui vous montrent a priori que vous ne serez pas rentable. Ou bien, pour pouvoir rentabiliser votre projet, ça sera très, très, très difficile. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir dans le domaine. Mais ça veut dire que vous allez faire un effort supplémentaire que celui, par exemple, qui est au Cameroun, que celui qui est à RDC, que celui qui est au Sénégal. Voilà. Okay. Vous comprenez? Maintenant, si je commence à lister les pays qui offrent la plus grande rentabilité dans la boulangerie ou bien qui n'offrent pas du tout de rentabilité,
ça sera un peu faire du charlatanisme parce que c'est une démarche qui se veut pédagogique et qui se veut objective. Voilà, et ça, c'est un travail que nous faisons. Disons par exemple, quelqu'un a l'argent, il veut investir dans la boulangerie. Entre le Nigeria et le Tchad, vous le conseillerez quel pays? Ok, ben, je vais quand même lâcher cette information. Les pays anglo-saxons sont de véritables opportunités en matière de boulangerie. Parce que, vous voyez, ils font pas la boulangerie comme les pays francophones. Au moins, les pays francophones ont hérité de la boulangerie, de la bonne baguette au niveau de la France, même qu'on n'optimise pas pour pouvoir mieux nous enrichir. Donc, les pays anglophones, généralement, sont des pays, n'est-ce pas, qui offre en réalité un très bon potentiel pour investir au niveau de la boulangerie. Ok. Les pays Et si par anglo-saxons. exemple, quelqu'un de la diaspora veut investir dans la boulangerie et vient te voir, qu'est-ce que tu lui proposes comme prestation pour l'accompagner jusqu'à ce que son projet se mette en place? Ok, super. En réalité, toutes les personnes qui nous contactent ou bien contactent mes collaborateurs au sujet de la boulangerie, et il y a plusieurs packs que nous les offrons. La première chose, c'est que nous leur demandons de souscrire pour les personnes qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. On demande de souscrire pour une consultation en ligne qui va durer entre 1 heure et 2 heures de temps. On va répondre à toutes les questions et on va les offrir quelques petits bonus parce que nous, en cabinet, pour vous dire, on ne fait pas que de la boulangerie. On travaille sur beaucoup d'autres projets. Pour les personnes à la fin qui ne se sentent pas à l'aise avec la boulangerie, on peut les orienter dans d'autres domaines que nous ne citons pas ici. Voilà. Donc, on les donne la possibilité de suivre une consultation en ligne qui va durer entre 1 ou 2 heures de temps. La deuxième possibilité, on les donne la possibilité de souscrire à l'un des packs que nous mettons à leur disposition. Nous avons 3 packs. Nous avons le pack basique. Le pack basique vous permet d'avoir les fondamentaux pour pouvoir investir dans le business de la boulangerie. Le deuxième pack, qui est le pack intermédiaire, sur lequel nous sommes d'ailleurs en promotion, voilà, qui est le pack intermédiaire, c'est pour les gens qui sont presque prêts. Vraiment, c'est un pack qui va durer pratiquement 60 jours et plus. Voilà, et voilà. Donc, si vous êtes déjà presque prêt, on vous conseille de prendre le pack intermédiaire. Et maintenant, si vous êtes convaincu ou bien si vous êtes effectivement prêt, on vous conseille de prendre le pack VIP et on commence tout de suite avec vous. Et surtout le pack VIP, c'est main de la main, c'est one-to-one. On vous tient la main, on vous accompagne. C'est un projet clé en main en réalité. Donc, votre échec, c'est notre échec. Votre réussite, c'est notre réussite. Voilà. Okay, donc, vous l'accompagnez dans la sélection des équipements parce que je sais que l'équipement a un rôle très important quand vous voulez faire l'industrie, dans la mise en place des process, etc., etc. Non, l'équipement, on est dans l'investissement. Ça, c'est, avant d'arriver là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Écoutez bien, monsieur Yonta, les métiers de la bouche, l'industrie, on l'échoue à la préparation. On l'échoue avant de lancer, avant de mettre même le premier parpaing sur terre. C'est là où on échoue le projet. La plupart des gens qui ont échoué le projet de la boulangerie, de la restauration, ils ont échoué le premier jour, avant qu'ils ne sortent 5 francs de leur poche. C'est pour ça qu'on dit que les préalables sont plus importants que l'investissement proprement dit. Vous comprenez? Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit aussi, pour ceux qui ne veulent pas se former, pour ceux qui ne veulent pas, faire du benchmarking, pour ceux qui ne veulent pas chercher des paroles, on les conseille d'investir petit, commencer petit. Commencer petit, parce que là, c'est la boulangerie, c'est l'un des domaines où j'avais beaucoup de patrons parler seul aussi. Voilà. Ouais. Où j'avais beaucoup de. Voilà, donc malheureusement, c'est ça la triste réalité. Bon, quand vous dites se former, je prends un exemple. Moi, je suis en train de faire l'usine dans les graines aux États-Unis. C'est vrai qu'on n'a pas fini, mais comme tu dis, effectivement, moi, je me suis rendu en Californie et dans l'Oregon, dans la côte ouest des États-Unis. Et là-bas, bon, on vous prend, on vous forme. Si par exemple, j'en sais pas moi, vous allez faire de la trituration, j'en sais pas moi, de cacao. On vous apprend vraiment ce qu'est le cacao. Si on vous apprend la poudre, on vous apprend la graine, on vous apprend tout, on vous apprend à tester, à goûter même. C'est que on vous apprend déjà à être l'ouvrier qualifié dans cette unité industrielle. On veut que si ça dure 2 semaines, en partant de là,
vous serez l'ouvrier qualifié. On vous donne tous les manuels de procédure. Et on vous dit que quand vous allez démarrer l'usine, c'est vous qui devez la gérer vous-même la première année, comme pour produire, etc. Et pendant que vous êtes en train de produire, vous-même, vous avez quelqu'un qui vous assiste. Et c'est lui maintenant qui dit, bon, c'est maintenant lui maintenant qui dit, oh, OK, embaucher comme ça. C'est vous maintenant, quand vous avez maîtrisé l'affaire, qui commencez à embaucher. Mais quelqu'un qui embauche ne vient pas pour raconter des histoires. Donc, c'est pour ça que je pose la question parce que, et que tu es intéressant. Parce que, si tu veux, ce qui tue beaucoup d'entrepreneurs chez nous, c'est l'absence de coaching. Les gens font souvent parce qu'ils ont vu d'autres faire. Malheureusement, quand ils se lancent et qu'il est confronté à des difficultés, il panique et ça foire. Alors, si quelqu'un vient vous voir, qu'est-ce que vous mettez dans « je lui tiens la main » pour que son projet n'échoue pas? Ok, super. À l'écran, je pense, ça s'affiche AZ Boulangerie. Nous, en cabinet, on a fait beaucoup de secteurs d'activité. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a choisi la boulangerie? Parce que c'est la première activité que nous avons pu maîtriser de bout en bout. C'est-à-dire, vraiment, il n'y a pas une étape qui nous échappe, notamment la boulangerie en Afrique francophone. Il n'y a pas une étape de la boulangerie qui nous échappe, nous, en cabinet, vraiment. On a fait toutes les étapes. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on se prépare pour lancer un projet? Comment est-ce qu'on choisit son site? Comment, jusqu'à la fabrication du pain et sa commercialisation. Ok. Vous comprenez? Voilà. Donc, nous, en fait, on fait ce qu'on appelle une formation business. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est une formation beaucoup plus technique. Quelqu'un qui vit avec son argent, vraiment, il n'a pas besoin de savoir comment est-ce qu'on fabrique du pain. Et il n'a pas besoin de savoir comment est-ce que on fait, voilà. Même s'il le sait, il va le connaître après. Vous comprenez? Nous, ce qu'on lui dit, écoute, il faut d'abord qu'on se rassure que vous avez le profil requis pour faire ce projet. C'est pas là que ça commence. Ce n'est pas le profil. C'est là où beaucoup échouent. Il faut comprendre qu'il y a les personnes qui ne sont pas appelées à faire un certain nombre d'activités. Et là, on commence par le module 0. On commence par le mindset. Voilà. Et là, vous allez comprendre au niveau du mindset, est-ce qu'il faut continuer avec le module 1 ou pas? Vous voyez, dire stop, moi je m'arrête ici. Je vous prends un exemple. J'ai formé, moi particulièrement, j'ai formé un Haïtien. Voilà, c'est un Haïtien. Bon, c'est un groupe de jeunes Haïtiens, voilà, qui devraient, bon, il y a des Haïtiens aux États-Unis qui m'ont contacté parce qu'ils étaient en train de lancer un projet de boulangerie à Haïti. Voilà. Et ce projet devait être porté et géré par les jeunes Haïtiens. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand ils m'ont contacté au départ, moi, je croyais que c'était eux. Ils ont souscrit pour la formation, on a calé les différentes périodes et tout. Quand moi j'ai commencé, j'ai vu le architecte bien vieux. Vous comprenez? On a commencé au module 0. Ça, ils m'ont dit que non, tiens, c'est pas nous qui allons gérer ce projet. C'est pas le jeu. Dit, ah, ok, on peut continuer. Parce que c'était vous qui devez gérer ce projet. Il y avait déjà beaucoup de points qui devaient les disqualifier. Ils devaient être disqualifiés. Rien que module devait disqualifier. Ils devaient comprendre que ce n'est pas un projet qui est fait pour eux. Vous comprenez? Donc, pour moi, c'est important qu'on comprenne la démarche. Nous faisons des formations business pour les entrepreneurs. Vous comprenez? Maintenant, on est en train de vouloir ouvrir l'école pour former des techniciens boulangers, ceux qui vont apprendre à fabriquer du pain maïs, qui vont apprendre à faire des bons camarades, des bons gâteaux d'anniversaire, des bons gâteaux de mariage. Ça, c'est un détail, ça vient après. C'est la technicité. Ok. Ok, c'est compris. C'est compris. Maintenant, les choses bougent au Cameroun quand même. On a vu arriver avec les APE qu'on a signés, on a vu arriver les grandes chaînes internationales de supermarchés comme Carrefour, comme Supeco et d'autres. D'abord, est-ce que ces chaînes menacent l'artisan boulanger camerounais? Si tu penses que ça menace l'artisan boulanger camerounais, qu'est-ce que l'artisan boulanger peut faire pour résister et pour inverser la tendance? Ok. Ce qu'il faut, il faut remarquer, déjà, on va revenir sur les APE. On va aller directement sur l'arrivée de Carrefour, de Super U, de Supeco, de Bao. Vous ne parlez pas de Bao? Bao, c'est une. On va revenir là-dessus. De Bao et de tous les autres sur le marché camerounais. Bao, c'est une chaîne.
Non, je peux vous dire, je peux vous dire, Bao, c'est le gars qui fait trembler. Je peux dire, c'est le gars qui est en train de nous tuer les commerçants du Bopi, c'est le gars qui est en train de nous tuer les commerçants du marché central en agroalimentaire, c'est le gars, il est très violent, en fait, il est très violent. Là, il y a des détails que je ne peux pas donner ici par rapport à ça parce que c'est un Une domaine chaîne de réservé. supermarché. Oui, oui. Revenons à ta question. OK. Quand ces chaînes ont commencé à s'installer au Cameroun, observez bien leur positionnement. Au début, ils s'intéressaient à une clientèle de niche. Vous comprenez? Ils s'intéressaient à une clientèle de niche qui sont non seulement les expatriés, les compatriotes et les gens qui ont un niveau de vie suffisamment élevé au pays. Mais par la suite, ils ont commencé à développer, n'est-ce pas, une attitude de proximité. Aujourd'hui, toutes ces chaînes s'installent dans les quartiers. Ils se rapprochent des ménages. Ils se rapprochent des consommateurs. Ce qui fait que directement, ils menacent le business de la mère qui vend dans les marchés. Ils menacent le business du boutiquier Salif. Ils menacent beaucoup, beaucoup de business. La question, on veut se poser la question, est-ce que c'est une bonne et c'est une mauvaise chose? Je pense que le développement doit être organisé. Le développement doit être organisé et doit profiter en premier lieu, n'est-ce pas, aux Camerounais, doit profiter en premier lieu aux Africains. Et ces chaînes ne font pas ça au hasard. Pourquoi? Parce que vous allez voir que tous les produits qui sont là-bas, 80% des produits vont venir de l'extérieur. Ce sont les industries européennes qui fournissent ces chaînes de supermarchés. Donc, une fois de plus, c'est l'emploi qui est créé en Occident. Ce n'est pas créé au Cameroun. Exact. Non, c'est faux. On va vous raconter qu'il y a des e-commerçants, des produits made in Cameroun. C'est un bluff. Tout ça, c'est faux. Ces chaînes sont en train de garantir l'emploi en Occident et non au Cameroun. Bon, comme d'habitude, l'État a échoué, il continue à échouer. On continue à creuser, à descendre vers le bas. Jusqu'où allons-nous arriver? Et maintenant, que peuvent faire les boulangeries? Oui, parce que moi, bon, ça fait un petit bout que je suis pas allé au pays, mais il y a les gens qui me disent, ah oui, mais aujourd'hui, là, il y a déjà les boulangeries, parce que moi-même, comme ce que tu dis n'est pas faux, la famille aujourd'hui me dit, écoute, nous, on achète plus notre pain chez le boutiquier du quartier. On achète ça directement là, dans les supermarchés quand on va faire les courses, parce qu'il y a déjà les boulangeries dans les supermarchés, et donc on achète tout dans les boulangeries. Alors, quel est l'avenir donc de la boulangerie? De l'artisan boulanger? Il y en a 5000 sur le territoire. Comment il fait pour résister? Disons que on ne refuse pas le développement, mais le développement, comme j'ai dit, doit être organisé, doit profiter aux populations, n'est-ce pas, et aux investisseurs camerounais. Ce qui est vrai, c'est que le pain qui est dans les boutiques, dans les épiceries, n'est pas de bonne qualité par rapport à ce qui se trouve directement dans les guichets de boulangerie ou dans les supermarchés. On ne peut pas refuser justement aux consommateurs d'y aller. Mais ce qu'on refuse, c'est que on doit plus continuer à développer un pays en enrichissant plutôt les autres. Parce que là, effectivement, même si au Cameroun, jusqu'à présent, ce sont les Camerounais qui contrôlent à plus de 90%, à plus de 95% du secteur de la boulangerie, il n'est pas exclu qu'avec ce développement, on va dire, cette expansion, en fait, voilà, des multinationales telles que Carrefour et consorts, n'est-ce pas, commence à menacer, Ouais, en pratiquant même du dumping, parce que ils peuvent pratiquer du dumping. Camerounais. Ok. Merci d'être venu, Chlorette. On a appris beaucoup de choses. Merci d'être venu. Comme je t'ai dit, c'est intéressant vraiment que les gens qui ont de l'expertise au Cameroun parlent. Malheureusement, chez nous, les gens qui ont de l'expertise, je ne sais pas pourquoi, ils ont du scotch à la bouche, parce que c'est quand les gens parlent que ils peuvent être vus à l'autre bout du monde et que ça peut peut-être pousser les décideurs qui cherchaient comment prendre un certain nombre de décisions à le faire, voilà. Donc, tu nous as démontré que le marché de la boulangerie, c'est un marché qui a un potentiel énorme. Hein. Tu as exposé voilà, ce que nous devons faire dans la culture du blé,
comment nous pourrons essayer de régler le problème de la dépendance, l'importation. Donc, on a parlé de beaucoup de choses. C'est une interview à regarder sur notre chaîne YouTube, mais sur notre page Facebook aussi. Et je te remercie vraiment d'être venu. Je te laisse maintenant conclure et puis on va se séparer. Ok. Je te remercie également de m'avoir donné l'opportunité de parler à travers ta chaîne YouTube. Voilà. L'Afrique nous appartient et c'est à nous de pouvoir, c'est nous qui devons construire ce continent et personne d'autre. Nous devons être positifs et nous devons cesser d'être distraits. Voilà, nous devons cesser d'être distraits. Je pense que c'est l'une des choses dans lequel, le piège dans lequel pratiquement toute la jeunesse est tombée aujourd'hui, la distraction. Nous sommes distraits, ce qui fait que il serait difficile de relever les choses le plus rapidement possible. Aujourd'hui, par exemple, il se passe quelque chose de très intéressant, si on veut dire, d'inédit au niveau du Nigeria. Voilà, avec l'arrivée du nouveau président qui a supprimé les subventions sur le carburant, ce qui fait que aujourd'hui, les prix à la pompe au Nigeria se rapprochent davantage des prix à la pompe au Cameroun. Il y a une différence de 84 francs, alors qu'à l'époque, il y avait une différence de 418 francs. C'est-à-dire, pendant que le carburant, l'essence au Nigeria coûtait 218 francs, au Cameroun, on était à 630 francs. Aujourd'hui, le Nigeria est monté à pratiquement 646 francs, alors que nous sommes à 730 francs. Donc, c'est quelque chose d'inédit. Pourquoi c'est quelque chose d'inédit? Parce que le carburant tel que vous voyez, c'est l'une des charges les plus élevées en boulangerie. En boulangerie, on utilise ce qu'on appelle le foie fuel. Une boulangerie qui fait 50 sacs de farine par jour consomme à peu près le carburant de 2 millions de francs CFA par mois. Vous comprenez? Si c'est que ce carburant, on appliquait les mêmes prix sur ce carburant, on appliquait les prix du Nigeria, c'est-à-dire on achetait les prix à la pompe à 240 francs, n'est-ce pas? Au lieu de 2 millions, on devait dépenser plutôt 800 000 francs de carburant pour cuire du pain au cours du mois. Ça devait faire une économie de 1 200 000 francs. 1 200 000 francs. Quel promoteur ne devait pas se réjouir de petites entreprises de gagner 1 500 000 de plus, 1 500 000 francs de plus à la fin du mois? Donc, moi, je me dis, on est distrait. On n'entend pas beaucoup de médias crier. Depuis le 31 mai que la décision est arrivée, on n'entend pas les médias crier, dire voilà, voilà. Or, aujourd'hui, on découvre que le Nigeria, en réalité, a alimenté beaucoup les pays de la zone francophone en matière de carburant. Les boulangeries, notamment, les boulangeries, on ne vous cache pas, 90% des boulangeries s'alimentent au marché noir. Voilà, ça va au marché noir. Donc, avec cette augmentation, ça va devenir davantage difficile. Il n'y a pas de pétrole. Dans tous les cas, moi, je pense qu'on pourra faire une émission spécialement là-dessus, où on pourra parler de fond en comble de l'impact, n'est-ce pas, de l'arrivée du nouveau président, M. Ahmed Bola Tinubu au Nigeria et des décisions fortes qu'il est en train de prendre, qui vont impacter non seulement les pays de la zone francophone, je rappelle que mais surtout... on a échangé avec lui ici, hein, sur le même canal comme toi, là, samedi dernier. C'est un ancien étudiant de Chicago University. Et donc, il a consacré 1 heure, mais comme c'est des propos, on ne peut pas répéter ce qu'il a dit dans une émission comme celle-ci, là. Donc, ouais. Mais non, je pense que c'est un brillant économiste. Et il est passé par le secteur puisqu'après, son MBA ici, il allait travailler pour ExxonMobil. Donc, il connaît bien le secteur connaît bien le secteur des hydrocarbures. Et après, ayant été gouverneur de Lagos, il a fait un certain nombre de choses dont il sait où il va. Donc, je ne doute pas qu'il prenne des bonnes décisions, quoi. Je ne doute pas. Maintenant, Jean, disons, tu peux dire quelque chose pour les gens qui pourraient venir, voilà, qui pourraient venir vers toi, surtout de la diaspora, pour solliciter, voilà, l'investissement. Tu as des gens ici qui travaillent, après 30 ans d'années, ils ont travaillé, ils se retrouvent avec 1, 2, 3 millions de dollars et ils se disent, bon, où est-ce que j'investis? Ils aimeraient rentrer au pays. Donc, disons, ouvrir un business comme ça, lancer, ils se disent, je peux encore faire ça 10, 15 ans et après, je revends le fonds à quelqu'un, je passe à un enfant qui vient derrière pour qu'il avance. Alors que si celui-là vient te voir, qu'est-ce que tu lui dis?
OK. Ce que je rappelle, Jacques, nous ne faisons pas uniquement de la boulangerie, non. On ne fait pas uniquement du business de la boulangerie, non. Par exemple, si vous souscrivez au parc VIP chez nous, vous allez rencontrer d'autres investisseurs de d'autres domaines, des personnes qui sont déjà en activité dans d'autres domaines et qui brassent beaucoup de milliards de francs. Ouais. Moi, je suis consultant et je l'ai été parce que ça m'a donné la possibilité d'entrer en contact avec beaucoup d'hommes d'affaires. Ça m'a donné la possibilité d'entrer en contact avec beaucoup de milliardaires. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, pour me soutenir, ils m'ont dit, Monsieur Taïou, écoute, dans ta formation, et c'est pour ça qu'on a mis le parc VIP sur pied. Puis, tous ceux qui ne sont pas intéressés par le business de la boulangerie, on leur donne la possibilité, n'est-ce pas, de regarder ailleurs, mais dans des activités, des activités que je ne veux pas forcément citer ici. Okay. Voilà. Mais ils le découvriront, oui, ils vont découvrir cela s'ils décident de souscrire pour le pack VIP, chez nous. On a beaucoup. N'oubliez pas, nous sommes en cabinet. En cabinet, on rencontre, c'est du pétrole, c'est de la cosmétique, c'est des médicaments, c'est tout. On a commencé par l'agroalimentaire parce que l'agroalimentaire, c'est un domaine accessible, c'est un domaine qui n'est pas très réglementé, par exemple, comme les médicaments. C'est pas très réglementé comme le pétrole, qui est une activité très spécifique. Vous voyez, l'agroalimentaire est ouverte. Tout le monde peut commencer par là. C'est pour ça que je peux vous rassurer. Il y a beaucoup de jeunes qui sont sur le terrain que j'ai accompagnés. J'aurais dit, commencez par les beignets. Ça, je ne dis pas, mais je dis à tous ceux qui suivent la formation en présentiel, allez visiter telle personne. Regardez à quel niveau il se trouve aujourd'hui. Dream big, begin small. Okay. Dream big, begin small. Yes, it's my advice to. And grow, exactly, and grow. Merci beaucoup. Merci d'être venu. On te souhaite le meilleur et on espère que ce ne sera pas la dernière interview. On en fera d'autres. Ça permet de donner le hope, comme on dit, l'espoir, quoi. OK, merci et je remercie ton audience, je remercie à tous ceux qui nous ont écoutés, à tous ceux qui ont posé la question, des questions. Moi, ce que je peux dire à la fin, croyons l'Afrique, mettons-nous au travail, ne pensons plus trop pensons au long terme, pensons à l'héritage que nous pourrons laisser à nos enfants. Voilà. Disons-nous que quelquefois on peut investir, mais ça ne commence pas sur nous. Voilà. Mais ne soyons pas distraits. Voilà. Si on est distrait, on ne va pas y arriver. C'est ça notre problème. Nous sommes distraits. Les opportunités sur la main et on ne connaît même pas où se trouvent nos vrais gens en jeu en réalité. Voilà. Donc voilà. Au revoir. On va éduquer nos jeunes. Merci beaucoup. Le meilleur à toi. OK. Bye bye. Bye.